DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il va apprendre à connaître la fièvre du vendredi soir, c'est Vincent Bloire. Salut Vincent. Salut. Il fredonne déjà l'hymne de la Ligue des Champions, c'est François Garitz. Salut François. Bonjour Jonathan. Il y avait Romelu Lukaku, Paul Van Imst et Dries Mertens dans les tribunes du Lotto Park, mais il n'y avait qu'une seule star pour nous, c'était Yves Teileman. Salut Yves. Et il est comme Niki et Yann, il refuse de choisir entre Simon Mignolet et Nordi Niaker, c'est Christophe Franken. Salut Christophe. Salut Jonathan. Et vous le savez, dans l'écrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et messieurs, le premier point, il est temps d'Erlectois. Yves, je me tourne vers toi. Est-ce que Luis Vázquez parviendra-t-il à pallier le départ de Kasper Dolberg ? Il a enfin marqué. Enfin, mais il a aussi raté une énorme occasion fin de première mi-temps. Donc pour moi, la réponse est claire, non. C'est un garçon qui est de bonne volonté, qui va travailler comme Asie le veut, parce que même quand Dolberg était là, parfois il préférait jouer avec Vázquez tellement il a bas des kilomètres et du boulot. Mais il ne sera jamais un grand buteur, et Asie a expliqué à la conférence de presse que même si lui-même et Anderlecht on lui met pas la pression, il entend à gauche et à droite quand même qu'il y a des critiques à l'extérieur du club, parmi les supporters, dans les médias, et il se met une énorme pression lui-même. Donc il sent qu'on attend énormément de lui, et maintenant il n'a aucun concurrent. Il y a Kvetkovic, mais qui n'est même pas monté hier, alors que Vázquez avait des crampes. Asie a préféré mettre Kanaté en fin de match. Donc c'est lui seul qui devrait le faire, et je crois qu'il n'est pas assez bon, tout simplement. Ouais, parce qu'il faut dire quand même que son but, c'est très bien, mais il rate pas sa reprise, mais il la met beaucoup trop centrale. C'est parce que le gardien est pas très juste sur cette intervention, mais voilà, si on reparle de Dolberg, il l'aurait mise, parce que lui, il avait un meilleur jeu de tête que Vázquez, on était un peu plus petit, mais bref. Ce que je suis curieux de voir, c'est si Asie et Anderlecht vont s'adapter finalement au fait que c'est Vázquez qui va jouer tout le temps. Parce qu'ici, par l'exclusion de Greve et le fait que c'était quand même Genk en face, ils ont joué ultra défensif, avec Vázquez devant, ils pouvaient assez bien balancer, et je trouve que Vázquez a quand même pas mal de fois, surtout en deuxième mi-temps, bien gardé le ballon dans cette situation. Je ne vais pas dire qu'Anderlecht va devenir une équipe de contre-attaque, mais un peu plus de transition. Est-ce que vraiment ils vont se dire, on n'a plus un Dolberg qui s'est combiné avec nos gars derrière, est-ce qu'on change de style de jeu ? Ça, je suis curieux s'il va oser le faire. Ouais, je suis aussi curieux de savoir s'il ne va pas se rabattre sur un Torgan Hazard ou sur un Struikens pour jouer avec un faux neuf. Peut-être. Comme Mertens, justement, l'a fait à l'époque, à certaines... Parce qu'il devrait être inventif, quoi, Asie, vu qu'il n'a que... Et les ailiers auront un rôle encore plus important, parce qu'on peut avoir un neuf qui ne marque pas 15 buts par saison, mais alors il faut un 10 et des ailiers qui apportent aussi ce danger-là, et un quota de buts nécessaire pour atteindre idéalement le top 6. Je connais un pays qui a gagné 2 Coupes du Monde sans que son attaquant marque un but, donc... Je vois pas de quoi tu parles. François. Pour revenir à la question, est-ce qu'il va pouvoir pallier le départ de Dolberg ? Pour moi, si on regarde rien que les statistiques, parce que finalement c'est ça qu'on demande à un buteur, Vázquez, c'est 17 buts en 105 matchs. Il y a eu beaucoup de rentrées au jeu, mais c'est 17 buts en 105 matchs, et Dolberg, c'est 44 buts en 96 matchs. Donc rien que ça. Et sur le début de saison, Dolberg a été titulaire 6 fois. Il a marqué dans 5 des matchs. Voilà, la seule différence, je pense ici, la seule chance, disons, pour Vázquez, c'est qu'il y aura, comme tu l'as dit, pas de concurrence, et que ça a l'air d'être un attaquant qui a besoin d'être en confiance, et que peut-être quand il fera un mauvais match, il aura la chance de pouvoir être titulaire, et quand il fera encore un mauvais match, il aura peut-être encore la chance d'être titulaire, et peut-être que comme ça, en enchaînant la confiance, il pourra enchaîner les buts. Après, on a quand même l'impression, Yves, tu le disais par rapport au style, que son style colle peut-être plus à ce que Asie va pouvoir mettre en place, et non pas veut. Il y a une grande différence entre va et veut. Ouais, parce qu'on a encore vu hier quel football il veut qu'André joue, avec l'intervention de Greve, qu'il a défendu à la conférence de presse. Il a dit, je ne vais pas demander à mes joueurs d'arrêter de mettre de l'intensité dans leurs interventions. Donc clairement, c'est ce football-là qu'il veut. Et je sais que Dolberg souvent l'a énervé, parce que Dolberg n'est pas du genre à faire des tacles. D'ailleurs, il est mou, tu pouvais dire, c'est un mou. Voilà. Et je me souviens d'une phase, justement, dans le fameux match à Hacken, où il avait fait une faute sur le gars qui n'avait pas arrêté de lui rentrer dedans, et il s'est excusé 10 fois. Est-ce que je t'ai pas fait trop mal ? Voilà, quoi. Donc... il a cette grinta, Christophe.
Ici, Vasquez, oui, c'est son pays, il vient du pays de la Grinta, donc, mais c'est la Grinta, mais pâteau, quoi, un peu. Il est pâteau, on l'accorde, hein, parce que c'est lent, il est, je sais pas, dans tout ce qu'il dégage, on a l'impression qu'il le fait un peu lentement. Il a de la puissance, donc ça va, mais c'est quand même le public qui est quand même pas très patient. Anderlecht je pense, ici, l'a soutenu, l'a applaudi sur sa sortie, c'était mérité quand même, mais je pense que ça va pas durer très longtemps et que ça va à nouveau, et je pense qu'on en reparlera encore ici, donc je crains que ça reste un débat. Mais juste pour le débat, moi, pour une fois, je suis rarement d'accord avec Aziz sur quand il parle d'arbitrage, mais là, je suis d'accord. Je trouve pas que De Greve, ça méritait carte rouge et que ça a quand même foutu le match en l'air. Moi, je voulais avoir votre avis. Je trouve que c'est vraiment pas du tout rouge et que j'aurais beaucoup plus mis la rouge à Erabi. Moi, je trouve que c'est quand même très dangereux, qu'il va vraiment les deux pieds en avant. Et alors, peut-être qu'il peut y avoir débat sur est-ce qu'il y a rouge, est-ce qu'il n'y a pas rouge. Après, là où il peut aussi y avoir débat, mais moi, je trouve pas qu'il y a débat, c'est quand on dit que c'est une erreur de jeunesse. Le gars, il a 20 ans, il a plus de 70 matchs bien sûr. En D1 ou en D1B. Il vient de choper une rouge. Moi, je suis plutôt d'avis de Kozeman, qui dit quand on reçoit une deuxième chance, il faut faire attention, surtout à ce moment-là du match, à cet endroit du terrain. Honnêtement, Kozeman n'avait pas vu les images, les deux tacles. Alors on voit que c'est effectivement un tacle qui n'est pas d'un gars qui sait bien défendre ou pas encore bien défendre, mais je trouve que ça m'a... Je sais pas, tout le monde avait l'air unanime sur le fait que ce soit rouge, et quand j'ai vu Anzi qui disait pour moi c'est jaune, j'étais vraiment d'accord avec lui. Enfin, voilà, moi, je crois que pour le coup, un débat dans le débat. C'est normal, mais on juge la justesse du carton à l'impact que ça peut laisser sur le joueur. Mais s'il lui casse la jambe, et oui, mais il peut arracher la tête de Erabi peut arracher la tête de s'il n'a pas des bons protège-tibia, pour oui, mais il n'y a pas de protège-tête. Je veux dire, pourquoi là on met pas rouge à Erabi? Enfin, ça m'a vraiment. Il le touche pas. Si, il le touche un tout petit peu, et l'autre. Non, il touche pas. Il touche pas la tête, mais enfin, il lui touche le torse de peu. Encore sur l'intentionnalité. Et il touche presque pas Heinen, il touche le ballon avant. Ça m'a semblé assez truc. Mais voilà, c'est un débat d'arbitrage. Je serais curieux d'avoir ce que la cellule arbitrage va dire. Yves, est-ce que par rapport à ça, justement, dans cette exclusion de Greffe, l'un des principaux fautifs, c'est pas non plus Besnikazi, à force de trop remonter ses joueurs qui n'ont pas forcément non plus l'habitude d'entendre ce genre de discours-là. Justement, mais quand ils ne le font pas, il a déjà expliqué que alors ils ne sont pas titularisés, donc les gars ils n'ont pas le choix. Et De Greve, il n'a pas été formé en tant que défenseur. En RP, je crois qu'on n'apprend pas à tacler. Ça s'est vu d'ailleurs comme ça. Dans le match à l'Union aussi, où il se fait avoir comme un petit minime. Donc, je crois qu'on aura encore des phases pareilles de la part de jeunes joueurs. Et c'est la preuve que presser, on dit toujours, il faut presser, mais c'est un art. Ça se travaille de vraiment presser, de mettre sur un adversaire. Après, il y a moyen de mettre de l'intensité. Autrement que mais c'est difficile, mais c'est un exercice difficile. Très bien dans son commentaire chez nos confrères de DAZN, c'est un vrai tacle d'attaquant. Oui, c'est vrai. Mais voilà, moi ça m'avait semblé, mais c'était une petite question dans la question, mais ça m'avait semblé un peu exagéré. Juste pour finir sur le chapitre d'Holberg, qui est parti, mais qui n'a pas été remplacé, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est subi par la direction anderlechtoise Il n'avait, vu que le transfert s'est réalisé très tard, Aziz l'a expliqué à sa conférence de presse, il n'y avait pas de plan B à ce moment-là, ce qui est quand même étonnant parce qu'on sentait quand même qu'un départ s'annonçait. Donc pour moi c'est une erreur de la part de la direction. Juste pas oublier quand même que Bertaccini est sur le retour tout doucement et que c'est quand même un vrai attaquant et que peut-être une association des deux pourrait être aussi une idée dans la tête. Parce que ça aussi il a dit, heureusement on avait anticipé avec Bertaccini qui est là assez blessé pour le moment. Voilà. On suivra naturellement tout ça avec attention. On passe maintenant au Standard. Les supporters du Standard ont-ils perdu patience, Vincent? C'est vrai que des vendredis soirs comme ça à Sclessin, on aimerait ne plus trop en revoir après ce 1 partout contre Malines. Non, mais leur impatience est mise à rude épreuve depuis quelques années maintenant. Alors, il n'y a pas eu de débordement, c'était relativement calme. La sécurité a joué un peu son rôle aussi de tampon. Dans le stade, il n'y a rien eu non plus. C'était une fin de match un peu... habituel avec cette égalisation. Les tribunes sont vidées assez vite et c'est vraiment après que la manifestation entre guillemets a commencé. Je crois que c'est un tout. C'est non seulement les résultats, 1 sur 12 là maintenant, c'est le fait qu'il y a déjà eu un changement d'entraîneur alors que c'était quand même pas le plan initial. Et qu'il n'y a aucun signal par rapport à l'arrivée d'investisseurs. Donc ça fait plus quand même un mercato qui avait commencé très fort, mais qui au final, sur la fin, était complètement éteint. Oui, éteint, peut-être
par manque de moyens, de moyens financiers. Ils ont voulu faire un latéral gauche et un défenseur central, aucun des deux n'est arrivé. On voit qu'ils sont en problème, notamment en défense. Et Vincent Evrard a glissé. J'espère qu'il n'y arrivera rien cette semaine, sinon je suis bon pour remettre mes chaussures. Donc, il a l'air fit quand même. Oui, il est fit aussi. L'école était aussi. Rednich. Mais l'école, il défendait moins bien. Il défendait comme De Grévin. Oui, c'est vrai. Mais il avait une bonne patte gauche quand même. Il faut lui laisser. Donc voilà, oui, les supporters commencent à grincer des dents. Déplacement à Westerlo dimanche. Le Standard reste sur 10 matchs là-bas sans victoire. Mais à l'extérieur, ils sont plus forts qu'à domicile ces derniers temps. Peut-être, oui. Et puis après, c'est la haute montagne. Bruges, Anderlecht, Antwerp, Gand, Charleroi et la Coupe contre Beveren. Après, bon, ce Standard-là est capable, comme la saison passée, ils l'ont fait d'ailleurs, de gagner comme ça un jour un éclair de génie, et ça passe. Ils ont gagné à Bruges l'année passée 1-2, si je me souviens bien. Donc voilà. Ils ont battu Genk cette saison. Et ils ont battu Genk un peu chanceusement bien aussi, sûr, mais bon, voilà, ils sont capables d'un exploit. Mais c'est vrai qu'on sent une équipe qui n'est pas encore connectée vraiment, qui n'est pas prête physiquement. Je crois que déjà Rednich l'avait souligné, et Evrard commence à le glisser dans ses discours d'avant et d'après-match, que l'état physique général du groupe n'est pas aussi bon, je pense, que ce qu'il pensait. Et on l'explique par quoi ? Alors c'est des joueurs, il y a beaucoup de joueurs notamment qui revenaient, soit qui n'ont pas fait de vraie préparation, ou en tout cas, par exemple, ou qui étaient libres. Donc on sait quand on est libre, en général on prépare peut-être pas la saison de la même manière. Ou qui sortaient avant d'une saison compliquée. Avec exact, notamment Ilama Ritra ou Henry qui ne jouait plus depuis plusieurs mois en Italie. Et peut-être que le travail effectué sous Rednich en préparation n'était physiquement pas assez bon. Tu es en train de nous dire qu'il faisait la sieste pendant la préparation? Ça, j'ai pas dit. Petite parenthèse quand même, je vous conseille, si vous l'avez pas lu, l'excellente interview de Mircea Rednic réalisée par Frédéric Bleus, qui est quand même très éclairante sur la situation au Standard et sur son mode de fonctionnement. Mais Christophe, c'est vrai que on peut comprendre les supporters qui, doucement mais sûrement, commencent à perdre patience. Il y avait un 7-9 pour commencer. Cette victoire à Genk un petit peu en trompe-l'œil, clairement, par rapport à la physionomie du match. Et là, 1/12. Il faut quand même dire que c'est pas tout le stade qui était impatient, comme le disait Vincent. C'est le PHK, vraiment, qui est venu. Et une partie des ultras d'en face. Oui, mais c'est à l'initiative du PHK, visiblement. Et le PHK, c'est les plus jeunes, et c'est les plus impatients. Donc, souvent, ça va de pair. Et donc, voilà, c'est peut-être ça part chez eux. Mais voilà, tout le stade... Parmi les supporters vivants à Liège, j'ai beaucoup de supporters du Standard dans mon entourage, et je vois bien qu'il y a plus de compréhension encore vraiment pour l'instant chez eux, de se dire on n'a pas tellement une meilleure équipe que l'année passée, on est vraiment en phase de reconstruction, on part en bas, évitons d'abord les playdowns. Je vois bien qu'il y a beaucoup un déclic qui s'est fait chez eux de on va pas s'enflammer. Donc ça tranche avec le discours de la direction qui disait en début de saison on visait top 6. Mais c'était pourquoi? Peut-être parce qu'il fallait des abonnements aussi et des abonnés. Ouais. Donc, le plus jeune autour de cette table, c'est François Garrit. Est-ce qu'il est impatient, François Garrit? En tout cas un peu plus que les supporters du Standard. Moi je les trouve encore assez calmes vu la situation, et comme tu l'as très bien dit, moi je pense que la faute elle vient de la direction qui a tenu un discours alors que le discours que la direction a tenu, en fait c'est pas possible de le mettre en application dans les faits. La situation n'est pas non plus totalement horrible. Si tu l'as bien écrit dans ton papier, s'ils mettaient ce petit but dans les arrêts de jeu, finalement ils étaient 4e là au classement avec 2 points de plus. Ici maintenant ils sont à 1 point des relegation playoffs, mais donc on voit que ça peut aller très vite. Mais en tout cas, pour un peu conclure sur le côté mécontentement des supporters, moi je trouve qu'ils sont encore très très calmes pour un club historique comme le Standard. Je suis allé voir quand est-ce qu'ils ont enchaîné 2 victoires, c'est il y a 26 rencontres. Donc imaginez un peu la frustration pour ces supporters qui doivent à chaque fois, chaque week-end, enchaîner la frustration, un nul, une défaite, une victoire, ah ben non pas de victoire, un nul, une défaite. Je crois que nous aussi on s'est trompé, hein. Après le premier match à la Louvière, on était tous ici en train de dire le Standard nous étonne, Rednich finalement c'est pas un si mauvais choix que ça. Et voilà, quelques semaines plus tard, c'est une situation complètement différente. Donc, je m'inquiète un peu pour eux. Et c'est dommage de parler de play-down, hein, quand on parle du Standard. Et je crois que les supporters, on dit souvent que le public anderlechtois est connaisseur, celui du Standard aussi. Et je pense qu'ils ont très bien compris, voyant les joueurs, qu'il y avait simplement pas immensément de qualité sur la pelouse et qu'on ne sait pas faire de miracle. Et de ce que je peux comprendre dans le sentiment global, c'est que ce qu'on vise plus, c'est plus que Rednich, plus que maintenant Evrard ou quoi, c'est dire est-ce que le mercato de Wilmots a été réussi. Lui a déjà fait sauter un fusible, Wilmots, et je pense que c'est lui maintenant qui va devoir rendre des comptes. Et aussi grande légende qu'il l'ait été comme joueur à Sclessin, à un moment, c'est peut-être lui qui devra payer les pots cassés. Vincent. Ouais, mais moi je pense qu'en fait il y a un paradoxe par rapport aux supporters, c'est que
ils ont vu arriver certains noms, je pense à Nielsen, Henry, Lamaritra, ils se sont mis un peu à y croire en disant pourquoi pas. Et d'un autre côté, ils ne sont pas dupes par rapport au discours de la direction qui dit on espère le top 6. Comme tu dis, il y a des connaisseurs à Sclessin, ils savent que ce n'est pas spécialement réaliste. Et donc c'est un mélange entre espoir, parce qu'il y a certains noms qui arrivent, et que le mercato avait commencé assez tôt, et finalement la réalité maintenant où on se dit, en fait, non, le top 6, il est utopique. Il y a quand même ce chantier de la défense qui est juste hallucinant. Mais il y a pas de... J'ai bien aimé la phrase de Dan Dirks en zone mixte, où il dit, c'est vrai qu'on concède trop de buts, la connexion avec le milieu n'est pas bonne et on doit être plus efficace offensivement. Et Ariadi sur Epolo, c'est déjà ça. Donc en gros, dans toutes les lignes, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vrai que son résumé était pas mal. Ça s'annonce quand même compliqué pour le Standard. Que nous réserve l'Union pour la Ligue des Champions? On s'y intéresse tout de suite. Alors, on n'a pas la petite musique. C'est vrai qu'elle était très loin de nous après cette victoire à Dender. François, est-ce que l'Union, du coup, est prête pour cette première campagne de son histoire en Champions League? Je pense que oui, malgré quand même quelques absences. Raoul ne sera pas là parce qu'il a été suspendu 3 matchs quand il jouait en Slovénie. Donc il a encore 2 matchs à purger. Donc il va rater le PSV, il va rater Newcastle. Ce qui est quand même très important parce que c'est vraiment l'attaquant numéro 1 en ce début de saison. Burgess était absent samedi et pourrait rater le match contre le PSV. Sofiane Bouffal aussi. Il n'est pas complètement revenu, il n'est pas encore à 100% et ça m'étonnerait fort qu'il puisse jouer ici mardi, alors qu'on a l'impression que le club le met un peu, le fait monter au jeu en championnat pour vraiment le préparer peut-être à cette compétition. Vu toute son expérience, il pourrait être très important dans cette compétition. Après, je pense qu'il faut vraiment voir l'Union en Champions League d'une manière totalement différente qu'en championnat. Parce qu'en championnat, maintenant, ils sont attendus tous les week-ends. Finalement, on a même l'impression que l'Union doit être champion cette saison avec Bruges. On l'a encore vu contre Dender, on l'a vu contre la Louvière. Ils sont attendus par tous les adversaires qui veulent vraiment battre le champion de Belgique. En Ligue des Champions, c'est complètement différent. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être l'Union d'il y a 2-3 ans en championnat. Une équipe qui a des qualités, qui peut battre tout le monde, mais qui, si elle finit 3e, c'est pas trop grave en Champions League. Si elle finit avec très peu de points, finalement, ce sera pas trop grave et ce sera quand même une bonne expérience pour le championnat. Mais je reste persuadé, peut-être pas contre le Bayern de Munich, peut-être pas contre l'Atlético de Madrid, mais je reste persuadé que cette équipe peut aller chercher des points, à commencer par ce mardi contre le PSV. Ouais, justement, je crois qu'au PSV, ils sont pas à leur aise de voir débarquer l'Union. Ils se souviennent aussi des matchs contre l'Ajax, par exemple, où l'Union avait été très très fort. Donc, je crois qu'ils sont attendus au tournoi quand même et qu'on va pas se dire c'est une petite équipe à la Bodo Glimt ou quoi que ce soit. Donc, je crois qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de beau en Ligue des Champions. Ils ont très bien géré aussi ce dernier match de championnat, je trouve, à Dender, contrairement à Bruges. Ils n'ont jamais paniqué. On sentait que ce petit but allait tomber. Moi, je crois qu'ils n'ont pas dépensé trop d'énergie et qu'ils sont prêts pour ce premier grand rendez-vous. Christophe? On parlait de jeux de transition potentiel peut-être pour Anderlecht, mais là, l'Union ne sait quasiment plus le faire en championnat parce qu'ils sont très, comme tu le disais François, ils sont très attendus. Mais en Coupe d'Europe, ils vont retrouver un style de jeu surtout au PSV, plus adapté et qui va sans doute convenir mieux aux attaquants disponibles. Je pense peut-être quand même à David, qui est une clé importante pour Pocognoli, qui est pour l'instant quand même méconnaissable. Je sais qu'il a eu une préparation physique un peu difficile pendant l'été avec une très longue saison. Mais on voit bien que quand David il doit jouer que dans le rectangle et qu'il ne peut pas un peu courir, il est moins à l'aise. Et là, je crois que ça va lui faire du bien. Et aussi, j'ai l'impression que c'est le style de joueur qui a vu des garçons partir très cher, etc., qui s'est peut-être un peu dit à un moment, ce sera mon tour. Et là, il va entendre la musique de la Ligue des Champions et tout. Je crois que ça va lui lancer vraiment sa saison à lui. On l'a eu en interview à paraître mardi, si vous voulez lire. Et il nous disait clairement que pour lui, c'était clair qu'il allait rester à l'Union. Il le savait déjà même en avril, pendant les playoffs. Il voulait rester à l'Union. Alors, est-ce que c'est du bluff de sa part? Je ne pense pas. Lui est vraiment focus sur l'Union, sur la Champions League, parce qu'il sait qu'il a encore énormément de choses à travailler. D'autant plus qu'il y a la Coupe du Monde aussi qui arrive. Il veut participer à cette Coupe du Monde et lui dit en fait, il n'y a pas meilleur apprentissage que de rester à l'Union pour participer ensuite à cette compétition. Mais c'est clair que lui va être très important. La défense aussi va être très importante. Même si ce n'est qu'un chiffre, Skerpen reste quand même sur 4 clean sheets en 4 matchs. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de ballons à négocier. C'est le seul à ne jamais avoir encaissé un but à l'Union. La défense est solide. On va voir si Burgess
va revenir. Et alors moi, vraiment, le point positif, c'est les remplaçants contre Dender, Giger et Rodriguez qui sont bien montés, mais surtout Schoofs. Il a joué une 30aine de minutes, mais j'avais l'impression vraiment qu'il était là depuis quelques mois. Je pense que lui et Zorgan dans le milieu, voilà, on parlait de Skerpen, je pense pas qu'on va parler beaucoup de Maurice cette saison. J'ai l'impression qu'on va rapidement oublier, entre guillemets, Van Hout et Sadiki, même s'ils sont dans un rôle différent. Sauf c'est un peu plus offensif que Van Hout, mais le milieu avec Zorgan et Schoofs, ça va faire des étincelles, je pense, si Anwar a été là, aussi passe un cap. Un Giger qui finalement est dans la liste européenne, vu que Fousseini est blessé. Ouais. Voilà, il y a eu une petite dérogation, un changement réglementaire au niveau de l'UEFA. Vincent, tu les sens prêts, parce que c'est vrai que Sébastien Pocognoli craignait beaucoup ce début de saison-là, mais au final, en championnat, c'est le carton quasiment plein. Oui, moi je suis vraiment impatient de les voir dans ce match, parce que ils ont, depuis qu'ils sont montés en D1, ils sont devenus une valeur sûre de la D1. Ils ont enfin eu ce titre après tant d'années. Ils ont aussi fait un beau parcours dans la petite Coupe d'Europe, l'Europa League. Et ici, voilà, maintenant, ils passent encore un palier. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils sont capables de faire. J'espère qu'il n'y aura plus de Bobo, parce que mine de rien, de 21, si Burgess... Ah non, tu parles de Bobo, blessure. Oh, la petite pique, je vais me faire encore démolir. Oh, le méchant. Non, mais blague à part, 21 non, c'est ça. Moins Burgess, si jamais il n'est pas là. Moins Raoul, moins potentiellement Bouffal ou un autre. Finalement, ils ne sauront peut-être même pas remplir la feuille de match entière. On rappelle juste la subtilité réglementaire. Une liste UEFA A, normalement c'est 25 noms, mais c'est vrai que dans ces 25, il y a 8 joueurs formés localement, dont 4 formés au club, et à l'Union, il n'y en a pas des joueurs formés au club, donc forcément 25 moins 4, ça fait 21. Donc la profondeur de banc sera peut-être aussi déterminante à un match ou l'autre. Après, l'Union l'a déjà montré à tellement de reprises. Quand justement on n'attend pas cette équipe, ils peuvent faire quelque chose. La saison dernière, ils avaient eu le même problème de profondeur de banc contre Braga. Ils avaient eu, en Europa League, ils avaient eu 10 absents, à tel point que sur le banc, c'était 2 gardiens, 2 joueurs pro et que des U23. Ils avaient finalement remporté ce match contre Braga quand même. C'est pas n'importe quel adversaire. Bon, ici c'est un cran plus haut, c'est le PSV, c'est la Ligue des Champions. Voilà, il va falloir voir comment ils vont digérer ça. En tout cas, je pense vraiment que les joueurs, même si le coach dit le contraire, ils sont vraiment en focus Champions League. C'est normal. Quand on se déplace à Dender, c'est plus facile de penser au PSV que ce déplacement là-bas. Mais voilà, je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils ne vont pas être ridicules dans cette compétition. Et comme disait, je pense, Pocognoli après le match, le fait de commencer par une équipe hollandaise, celle qui leur a pas mal réussi, ou en tout cas, ils jouaient régulièrement contre des équipes hollandaises ces dernières saisons, et qui n'est pas non plus l'ogre de la Ligue des Champions. Pour commencer, ça peut être un bon départ. Et un adversaire quasiment le match le plus abordable qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Clairement, le match le plus abordable. Il y a un adversaire qu'ils connaissent bien, parce qu'ils l'ont joué en préparation ici, en juillet. Bon, voilà, la situation va être un rien différente, mais ça n'empêche qu'ils connaissent leur adversaire. Et on suivra naturellement tout ça avec beaucoup d'attention. On se retrouve la semaine prochaine dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage. Salut! DH Football Club. Le décrassage.